Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, comment financer ses études? En effet, les effectifs des étudiants dans le supérieur explosent, on le sait, et si les universités restent le choix le plus naturel pour bon nombre d'entre eux, d'autres préfèrent intégrer une école spécialisée, bien sûr. Seul hic, les écoles privées requièrent souvent un budget conséquent. D'après un sondage de Diplôméo, 9 jeunes sur 10 considèrent que les frais de scolarité de certaines écoles sont trop élevés et 56% avouent avoir déjà été empêchés de suivre une formation à cause de son coût. Alors, petit tour aujourd'hui d'horizon des solutions avec nos deux invités, des solutions de financement donc pour ces études. Ferrugia Kassi, responsable des services au public du CIDJ, nous accompagne. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. CIDJ, l'association qui accompagne donc les jeunes dans leur parcours scolaire, aussi professionnel. Jérémy Placereau, directeur commercial d'Hello Work, est également avec nous. Bonjour. Vous êtes également en charge de Diplôméo, le comparateur de formation des études supérieures en France. Merci à vous également de nous accompagner. Jérémy Placereau, première question. Donc on parle de budget conséquent, en tout cas quand un jeune veut s'inscrire aujourd'hui dans une école spécialisée. Quel est le budget moyen consacré aux études supérieures aujourd'hui en France pour un étudiant? Alors aujourd'hui en France, on parle d'un budget moyen annuel par étudiant qui va s'élever à 7 000 € et qui englobe à la fois les frais de scolarité, le logement et l'alimentation. Bien entendu, c'est des frais qui vont différer d'un étudiant à un autre. Ça va dépendre notamment de s'il fait une école privée ou une école publique. Il faut savoir qu'une école publique, si je prends l'exemple d'une université, c'est pour le cas d'une licence, 170 €. Dans le cas d'un master, c'est 243 €. Donc, c'est des frais qui sont relativement faibles et qui s'expliquent par le fait que l'État prend en charge une grande partie de ces frais. Alors que si on s'intéresse aux écoles privées, comme les écoles de commerce, par exemple, ou les écoles d'ingénieurs, on va situer dans une fourchette entre 3 000 et 10 000 €. Et c'est uniquement une petite partie du budget à prévoir, puisque au-delà des frais de scolarité, il y a toute la partie logement, il y a toute la partie frais annexes, comme la restauration, et un budget conséquent aujourd'hui, c'est le budget masque également. On parle peu de ce budget-là, mais finalement, pour chacun des jeunes qui doit porter un masque à l'école, on parle d'à peu plus de 30 € par mois, ce qui représente pour un étudiant un budget conséquent. C'est vrai que c'est intéressant de le dire, quand on parle de frais de scolarité, on ne parle pas que des frais de scolarité, des frais pour l'école, il y a aussi plein de choses qui vont autour. Ferrugia Kassi, c'est l'objet donc de notre débat. Comment financer alors ces études? Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est il y a peut-être d'abord la vieille méthode, c'est-à-dire il y a des jeunes qui travaillent aujourd'hui tout simplement à côté pour financer leurs études. Vous en rencontrez, j'imagine. Alors tous les jours, au CIDJ, on accueille ces jeunes. Un jeune sur deux recherche un job en parallèle de ses études. Alors c'est vrai qu'en plus, la crise a un petit peu sacrifié ces jeunes-là, puisque l'hôtellerie et la restauration qui recrutaient beaucoup, aujourd'hui, c'est un petit peu en berne. Donc, quand ils viennent au CIDJ, ils nous sollicitent sur quelles sont les autres aides. Bien évidemment, les bourses. Donc, on connaît tous les bourses du Crous. On invite surtout les jeunes lycéens qui vont pas tarder à remplir Parcoursup. Ils arrivent souvent avec cette demande en disant alors, moi, j'ai jamais eu le droit aux bourses, donc je vais même pas tenter. Alors, on leur dit si, tentez, parce que les bourses, quand on est étudiant, ce ne sont pas les mêmes bourses, ce ne sont pas en tout cas les mêmes barèmes quand on est lycéen. Donc, ils ont la possibilité d'accéder à des simulations, et donc parfois il peut y avoir d'agréables surprises. Donc il y a les élèves boursiers du Crous, c'est un petit peu la première démarche à effectuer. Selon aussi les études qu'on envisage, on peut imaginer solliciter d'autres ministères, donc le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, qui portent aussi des bourses selon les études que l'on souhaite faire. Pour les non-boursiers, il faut savoir qu'il y a aussi des bourses qui sont spécifiques, qui sont distribuées par le Crous. Soit elles sont ponctuelles, soit elles peuvent être annuelles. Si on est un étudiant inscrit en master, si on est un étudiant qui a un projet de mobilité internationale, si on est un étudiant qui vient des Outre-mer, ce sont encore d'autres panels d'études possibles. Si je suis des études du sanitaire ou du social, ce sont les régions qui prennent en charge ces aides. Il y a également des possibilités de financement des collectivités territoriales qui ont mis en place des aides pour pouvoir accompagner aussi les projets étudiants des jeunes. Donc là, on est sur des aides d'État, en tout cas, de ce que vous nous dites, Ferrugia Kassi. Une question me vient quand je vous écoute, là. Comment on fait le tri parmi toutes ces bourses? C'est vrai on vient nous voir. Voilà, on vient vous voir, c'est ça, c'est à ça que vous servez, en fait, avec cette organisation CIDJ. C'est surtout dire, voilà, on établit le profil de l'étudiant et en fonction de ça, on va savoir à quelle bourse, peut-être, vous pouvez prétendre. J'évoquais notamment les bourses qui vont exister localement. Donc le CIDJ, c'est un réseau de 1000 structures à travers l'ensemble
l'ensemble du territoire d'outre-mer compris. Et donc effectivement, un jeune qui va venir au CIDJ ou dans l'une de nos structures on va lui présenter un panel des aides qui sont disponibles sur son territoire, qu'elles soient nationales, qu'elles soient un peu plus locales ou régionales. Effectivement, on n'a pas... on est neutre dans notre approche. Donc le jeune, il a face à lui un panel de possibilités. Bien évidemment, on le guide et on l'accompagne. Vous l'aiguillez. Tout à fait. On est là, on est souvent... c'est une espèce de boussole, en fait, le CIDJ, son réseau. Jérémy Placereau, on parle donc beaucoup d'aides d'État mis à disposition aujourd'hui des jeunes pour financer leurs études. On a l'impression que oui, peut-être, mais sont-elles vraiment accessibles? Quels sont les critères d'obtention aujourd'hui pour les bourses? Est-ce que c'est vraiment si facile que ça pour un jeune qui veut financer ses études d'obtenir une aide d'État? Les bourses vont être accessibles selon plusieurs critères, comme par exemple le revenu des parents, l'éloignement du lieu du domicile et de l'école. Un jeune Marseillais qui viendrait faire ses études sur Paris, par exemple. Bourse de mobilité ou changement d'académie. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'année 2019-2020, un peu plus de 700 000 étudiants ont bénéficié de bourses sur critères sociaux. Ça représente 37% des effectifs, ce qui n'est pas négligeable. Une solution qui me vient en tête également, c'est l'alternance, qui pour moi est vraiment une solution à privilégier pour les jeunes, puisqu'elle offre de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est une expérience... Donc ça, c'est une solution qui viendrait de la formation en elle-même, c'est-à-dire que c'est les écoles, les formations qui proposent cette solution pour financer ses études, c'est de faire de l'alternance ou de l'apprentissage. Donc on est remboursé. Expliquez-nous comment ça marche et pourquoi ça a ses avantages. Alors ça a de nombreux avantages. Le premier avantage, je dirais que c'est l'expérience pro, l'expérience professionnelle. On met un premier pas dans le monde professionnel. Le deuxième avantage, je dirais que c'est qu'on est rémunéré. Donc pour vous donner un exemple, pour un jeune qui sera en contrat de professionnalisation, qui aurait moins de 21 ans, il touche 55% du montant du SMIC chaque mois. Ça représente un peu plus de 800 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, l'entreprise prend en charge l'ensemble des frais de scolarité. Donc finalement, on arrive à quelque chose qui est assez intéressant pour les étudiants. Oui, l'étudiant amortit ses coûts et en plus, il est rémunéré. Donc en plus de ça, il gagne de l'argent. Est-ce que on assiste à une augmentation, Jérémy Placereau, de ce type de formation? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises, de formations, d'organismes qui proposent de l'alternance, de l'apprentissage. Tout à fait. De plus en plus d'organismes proposent de l'apprentissage. C'est un format qui fonctionne très très bien. 2020 était une année record. Je pense que 2020 le sera aussi. Les chiffres ne sont pas encore sortis. Mais ça montre vraiment que c'est un système qui est très plébiscité à la fois par les jeunes, mais aussi par les entreprises. Farouja Kassi, vous le voyez aussi au niveau du CIDJ? Complètement. C'est-à-dire qu'en plus, tous les ans, on organise 2 forums justement pour accompagner et les entreprises et les jeunes pour qu'elles puissent se rencontrer. C'est une vraie solution pour pouvoir financer ces études. Après, il y a des secteurs d'activité où c'est un peu plus facile. Toujours un peu dans cette logique de l'alternance, nous, on a aussi observé des écoles qui proposaient, pour certains publics en tout cas, à certains niveaux, la possibilité en parallèle, une forme d'alternance via le service civique. Ou alors ce qu'on appelle un peu le stage alterné, où le jeune ne signe pas un contrat d'apprentissage, mais plutôt une convention de stage. Et il est à la fois dans l'entreprise avec une gratification de stagiaire, donc beaucoup moins avantageux, certes, que le contrat d'apprentissage, mais ça peut être une réponse sur certains secteurs d'activité pour, en tout cas, continuer une formation qui pourrait être un peu coûteuse. C'est intéressant que les écoles elles-mêmes proposent aujourd'hui des solutions justement aux jeunes et des alternatives au financement de leurs études. Une solution dont on n'a pas parlé, le prêt étudiant, bien connu de tous, Farouja Kassi, c'est une bonne solution, le prêt étudiant? Alors, je ne sais pas si on peut parler de bonne ou de mauvaise solution. En tout cas, pour certains, ils n'ont pas le choix. Donc, quand ils arrivent avec cette demande, on les invite à fortement s'informer et se renseigner. C'est vrai qu'un prêt, ça engage. Et le premier engagement, c'est le remboursement. La première chose qu'on vérifie avec eux, s'il n'y a pas une alternative avant le prêt étudiant, donc notamment en s'inscrivant dans des formations qui sont moins coûteuses ou en tout cas publiques. Donc ça peut être une première option. La deuxième option, c'est que plutôt que de choisir un cursus en 5 ans, c'est peut-être déjà de faire 2 ans dans un parcours moins coûteux, un peu plus balisé. Et ensuite, de rejoindre ces écoles, pourquoi pas sur des alternatives comme l'alternance. Et en tout cas, s'ils n'ont pas le choix, c'est de peut-être partir sur des prêts pas trop élevés. On en a rencontré quelques-uns qui avaient engagé des prêts il y a 5 ans, donc bien avant la crise, et qui, au moment de la crise, n'ont pas tout de suite trouvé un emploi après leur fin de leur diplôme et qui se retrouvaient un petit peu embarrassés pour pouvoir payer ces frais. Donc oui, pourquoi pas, mais à la seule condition
condition de bien baliser le contour. Jérémy Placereau, ça peut être dangereux de s'engager dans un prêt étudiant de temps en temps. Pourtant, certaines écoles, je crois, proposent des partenariats avec des banques pour faciliter l'accès à des prêts étudiants. Tout à fait. En fait, je rejoins tout à fait Ferrugia. Ça peut être dangereux de s'engager sur un prêt étudiant. Maintenant, si on n'a pas d'autre alternative, ça peut être une solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains prêts étudiants sont accessibles uniquement si on a un garant, selon certaines conditions de ressources. Ce qui peut être compliqué. Et donc l'État a mis en place ce qu'on appelle des prêts garantis par l'État, qui permettent aux jeunes d'obtenir un prêt sans garant et sans conditions de ressources. Donc ça va jusqu'à 20 000 euros et ça permet à certains jeunes de financer leurs études de façon plus simple. Qui sont dans les faits plutôt difficiles d'accès, je crois quand même, ces prêts garantis par l'État. Ils demandent beaucoup de conditions d'obtention. Il nous reste 2 minutes 30. On parle aussi beaucoup de nouvelles alternatives, des alternatives plus modernes aujourd'hui pour financer ces études, comme le crowdfunding par exemple. Est-ce que ce sont des solutions dont vous entendez parler au sein de vos organisations, que vous conseillez? Comment vous regardez ces nouvelles solutions pour financer ces études, Ferrugia Kassi? Alors nous, on en a surtout entendu parler, puisqu'on accompagne également les jeunes qui portent des projets, pas forcément sur leurs études, et c'est comme ça un petit peu que petit à petit, ils sont assez malins les jeunes, donc ils prennent tout ce qui est possible pour pouvoir aller au bout de leur projet. Alors nous, on les rencontre, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, la majorité de ceux qu'on rencontre est sur des financements plutôt classiques, c'est beaucoup plus rassurant. Ça reste encore une part infime, mais ça peut être une solution. Tout à fait, ça peut être encore une solution. Jérémy Placereau, sur ce type de solution un peu plus moderne, un peu plus inédite, c'est vrai qu'on ne pense pas à du crowdfunding quand on parle de financement de ces études. C'est des solutions qui émergent, mais c'est vrai que ça reste très anecdotique. Donc il faut croire qu'au cours des futures années, ça devrait être de plus en plus développé, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Jérémy Placereau, comment expliquer, malgré toutes ces solutions, on en a dit plusieurs, que certains renoncent encore, c'est le sondage dont je parlais tout à l'heure, à poursuivre la formation qu'ils auraient souhaité. Comment on explique ça, malgré toutes ces solutions? Parce qu'aucune des solutions ne correspond à leur profil, malheureusement. Et donc, certains ne vont pas avoir d'autre choix que d'arrêter les études. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Alors, moi, je pourrais ajouter aussi sur cette question, c'est que c'est vrai que quand ils arrivent sur certaines formations, notamment, elles n'existent pas tout de suite, en tout cas dans le domaine public ou plutôt accessible. Et donc, il y a le côté un peu sexy de ces écoles privées où on veut tout de suite, etc. Et donc, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec les jeunes à construire le projet en leur disant, OK, l'objectif, c'est de faire cette super formation. Il y a peut-être des étapes moins coûteuses. Donc, je pense qu'une partie, en fait, arrête, en tout cas, ils visent une seule école ou un seul type d'école sans pouvoir bien étudier les possibilités annexes qui pourraient exister pour pouvoir arriver au même objectif. En tout cas, vous les aidez, ces jeunes, au quotidien, à faire le tri, à y voir clair parmi toutes ces solutions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Ferrugia Kassi, je rappelle, vous êtes responsable des services au public au CIDJ. Jérémy Placereau, directeur commercial d'HelloWork, en charge également de Diplôméo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.